plaisir d'accueillir le professeur Éric Maury, chef du service de la réanimation à Saint-Antoine, qui va nous parler de la pancréatite aiguë en réanimation. Merci beaucoup, Éric. Merci Gaël, bonjour. Bonjour, Simon, bonjour Rachid. Je vais vous parler de pancréatite aiguë. Où est le partage? Partager l'écran. Oh, oh, hop. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est OK. C'est super. Bon, bah, écoutez, on va y aller. Donc, bon, les liens d'intérêt, il y en a aucun qui est en rapport avec la problématique traitée aujourd'hui. Bon, la pancréatite aiguë, je vais vous donner quelques messages qui pour moi sont assez forts. C'est une maladie qui est rare mais qui est pas exceptionnelle. Les 2 causes les plus importantes, c'est l'alcool et surtout la lithiase, mais ce ne sont pas les seules et quand vous avez une pancréatite aiguë qui ne fait pas sa cause, il faut toujours avoir en tête une cause obstructive qui peut être, une tumeur, bénigne, maligne, un ver, je ne sais pas quoi. Donc il faudra toujours faire une BILI-IRM quand on n'a pas une cause évidente à une pancréatite aiguë. Bon, il y a d'autres causes qui sont plus rares, qui sont les infections et les médicaments. L'amylase et la lipase qu'on dose toujours, ce ne sont pas des valeurs pronostiques, hein. Vous pouvez avoir des lipases, au plafond et puis des gens qui vont très, très bien. À l'inverse des lipases pas très élevées, des pancréatites qui vont évoluer vers des formes très, 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 très sévères. L'échographie, elle est utile pour rechercher la lithiase biliaire et éventuellement les épanchements intrapéritonéaux, mais ça s'arrête là, c'est pas l'examen, le meilleur pour visualiser le pancréas. Il faudra avoir aussi toujours en tête devant une pancréatite aiguë de faire un bilan hépatique, de doser les triglycérides, de doser la calcémie parce que c'est des causes, éventuelles de pancréatite aiguë qu'il faudra à côté desquelles il ne faudra pas passer. Bon, moi, quand on était petit, on apprenait le score de Ranson. Bon, les scores très compliqués, on a plutôt tendance à s'en écarter parce que c'est des choses complexes qui apportent pas grand-chose finalement dans la gestion de ces patients. Oublier le Balthazar également, qui est un score compliqué. Il y a un truc qui est important dont on va parler à plusieurs reprises et que je vous demande de retenir que quand il y a de l'air, ça veut dire qu'il y a soit une perforation, soit c'est un signe extrêmement évocateur d'infection, en particulier d'infection de coulée de nécrose. Et ça, ce sera un argument très fort quand vous aurez la présence d'air pour être sûr que la coulée de nécrose est infectée. Il y a une place grandissante de l'endoscopie interventionnelle. Je vais vous en donner quelques illustrations qui vous permettront de comprendre que la prise en charge de la pancréatite aiguë, elle s'est vraiment complètement transformée par rapport à ce qu'on faisait il y a 20 ans. Puis enfin, il faut rester clinique, clinique et clinique. Un deuxième point, c'est que la pancréatite médicamenteuse, bah, il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de cas, mais c'est un diagnostic d'exclusion, hein. Vous avez éliminé l'alcool, vous avez éliminé la lithiase, vous avez fait une écho, vous avez fait une bili-IRM, il n'y a pas de cause obstructive. Alors on va commencer à taper dans les trucs, les moutons un peu à 5 pattes, mais c'est un diagnostic d'exclusion. Une question qui est essentielle, c'est quelle indication de la CPRE plus ou moins sphinctérotomie précoce en cas de pancréatite aiguë biliaire? Vous avez quelqu'un qui arrive, qui a une pancréatite aiguë grave, ce qui est lié à une lithiase. Est-ce qu'il faut se jeter sur l'endoscopiste pour lui dire de, déboucher le patient, de faire une sphinctérotomie, tout de suite, immédiatement? Alors pourquoi il faut se poser la question? Bah, parce que c'est pas un geste anodin. Hein, et c'est pas un geste anodin et vous voyez que dans les gens qui vont faire des pancréatites compliquées et ben, on sait que, bah, le geste en lui-même, c'est, un facteur de risque d'avoir une aggravation de la pancréatite. Vous voyez, quand on injecte le Wirsung, quand on y va à plusieurs reprises, quand on fait une sphinctérotomie, vous voyez, on augmente de 3 fois le risque de faire une poussée de pancréatite après le geste. Donc c'est pas un geste qui est anodin, donc il faut bien le peser et bah, les conclusions que je vous dirais, enfin les choses qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en gros, on débouche en urgence une voie biliaire avec une sphinctérotomie dans le cadre d'une pancréatite aiguë quand le patient a une angiocolite. C'est-à-dire quand il y a du sepsis et quand il y a de la cholestase. Si, c'est quelque chose de bénin, il y a aucun intérêt. Ça a sans doute aucun intérêt quand il y a pas d'angiocolite. Probablement indiqué quand les voies biliaires sont obstruées, voilà, mais c'est surtout indiqué en cas de pancréatite associée à une angiocolite. Quand le malade est jaune, qu'il est septique et qu'il y a une pancréatite, là, il faut déboucher la voie biliaire. Là, c'est une urgence. Sorti de cette situation-là, ça se discute.
Voilà, ben, on pourra en rester là. Je vous ai donné à peu près les messages qui, à mon sens, sont les plus importants pour la pancréatite aiguë. Bon, je vais vous illustrer ça d'un cas clinique, évolutif qui permettra d'aborder pas mal de points de la pancréatite aiguë. Bon, un monsieur de 38 ans qui vient pour des douleurs abdominales. Bon, il travaille comme maçon, électricien dans le bâtiment. Il a une consommation alcoolique qui est significative. Il n'y a pas d'autres toxiques. Il a déjà fait une poussée de pancréatite aiguë alcoolique en Serbie, donc le diagnostic est très fortement probable. Bon, il se présente avec des douleurs qui sont très évocatrices de pancréatite. C'est déclenché par les repas, ça dure longtemps, c'est un peu calmé par le paracétamol. Quelques nausées, pas de vomissements, pas de fièvre, pas de trouble du transit. A priori, il n'y a pas d'argument en faveur d'une angiocolite. Alors voilà, ça c'est paramètres vitaux à l'admission, il est un peu tachycarde, il respire pas vite, il a 38,3, pas de marbrure, un temps de recoloration cutanée qui est normal, un abdomen qui est sensible, avec une douleur qui va vers l'arrière, pas d'ictère, pas d'acide. On lui fait de la biologie montre que la lipase est augmentée, la calcémie est dans les normes, les triglycérides sont normaux, la bilirubine n'est pas augmentée, les pales et les gamma-GT non plus, donc il y a pas d'argument non plus là pour quelque chose de rétentionnel qui nécessiterait qu'on débouche la voie biliaire. Et la question que je vous pose, c'est, bah, est-ce que le diagnostic de pancréatite aiguë peut être posé sans arrière-pensée? Bon, je vais faire les questions et les réponses, je vais pas attendre que vous répondiez parce que ça va prendre trop de temps. Bon, là, on a de la douleur, on a de la lipase, voilà. Qu'est-ce qu'une pancréatite aiguë? Bah, voilà les recommandations, mondiales, bon, qui datent un peu maintenant, mais la définition de la pancréatite aiguë, c'est basé sur l'existence de 2 sur 3 des signes suivants, c'est-à-dire une douleur, l'amylase ou la lipase. En France, on ne fait plus que la lipase, mais dans les recommandations internationales, ça peut être l'amylase ou la lipase supérieur à 3 fois la limite normale et un examen d'imagerie qui peut être, du scanner, de l'IRM, voire de l'échographie. Ah donc il en faut 2 sur 3. Là, il a mal, il a la lipase, donc c'est suffisant. Alors pourquoi on fait plus l'amylase? Parce que vous savez qu'il y a les amylases salivaires qui peuvent donner des faux positifs, donc en France, on est resté avec la lipase. Donc lui, ce monsieur, il a tout ce qu'il faut pour faire une pancréatite. Alors, on peut lui faire une échographie. Bon, l'échographie, bon, je vous montre l'image parce que j'aime bien l'échographie, mais vous voyez, c'est pas facile à voir, hein. Le seul truc que je vous demande de retenir, c'est que, le pancréas s'appuie toujours sur la veine splénique qu'on voit ici et puis là, c'est un peu démacié, mais enfin, c'est vraiment très, très difficile. C'est pas l'argument à faire de première intention et encore une fois, l'échographie, ça sert à voir surtout les lithiases intravésiculaires. Voilà, qu'on voit ici, hein, vous avez une vésicule biliaire avec, 4-5 lithiases là, qui sont des images hyper denses qui donnent un code d'ombre. Bon, on passe, voilà. Est-ce qu'il y a une indication à réaliser un scanner dès l'admission chez ce patient? Alors, on va en profiter pour revoir les indications du scanner. Les indications du scanner, bon, faut savoir que la pancréatite aiguë, c'est une maladie évolutive. Vous avez le T0, c'est quand la douleur commence, et puis après, il va y avoir 4-5 jours pendant lesquels ça va évoluer. Et si vous faites le scanner trop tôt, vous allez risquer de méconnaître des formes graves. Donc, il faut faire le scanner quand le patient n'est pas, très inquiétant entre la 72e et la 96e heure pour avoir un premier staging. Autrement, s'il faut faire un scanner avant ces 3-4 jours, c'est quand vous avez un doute diagnostique, vous savez pas si c'est pas une dissection, aortique, si c'est pas un anévrisme de l'aorte abdominale rompu, vous posez la question sur un pneumopéritoine, vous faites un scanner. Ou bien si c'est compliqué, le patient a mal au ventre, il a la lipase augmentée, puis il a une contracture, il va très, très mal. C'est sûrement pas une pancréatite simple, c'est peut-être une pancréatite qui a déjà érodé un morceau de côlon, faut aller voir. Ou bien si vous avez un patient qui a des signes de détresse vitale, il est choqué, il est en détresse respiratoire, là, faut sans doute aller voir. Donc scanner à 72 et 96e heure, c'est le bon moment pour faire le staging. On en verra après qu'on en refera s'il se passe quelque chose, si le patient se complique. Et si vous n'avez pas de diagnostic étiologique, il faudra penser à faire une IRM ou une échoendoscopie. Bon, pas à la phase urgence, en urgence tout de suite, hein. Je vous ai dit que le seul argument pour se jeter sur l'échoendoscopie, c'était à la phase aiguë, c'est s'il y avait une angiocolite, ce qui n'est pas le cas ici. Là, l'intérêt de faire une IRM ou une échoendoscopie, ce sera d'éliminer une pancréatite obstructive. Bon, le patient a une pancréatite, est-ce qu'il vous inquiète? Et dans quelle structure souhaitez-vous l'hospitaliser? Bon, il a mal au ventre, il a 38.
Il est venu à l'hôpital, il a un peu vomi. Bon, le faire rentrer chez lui, c'est peut-être un petit peu raide. Voilà, je vous rappelle ces signes de ces paramètres vitaux. Il a la fréquence cardiaque un peu accélérée, la 38,3. Bon, là, ce qu'on va retenir, c'est que c'est sans doute un patient qui doit être surveillé dans une unité de surveillance continue, hein, pour pouvoir, voir chez ce patient qui est à la phase toute précoce de sa maladie, comment ça va évoluer. Voilà, alors comment connaître une pancréatite aiguë? Bah, c'est la clinique et la clinique, hein, donc c'est une maladie que j'aime bien pour ça. Alors il y a une pléthore de scores que j'avais appris, dont je ne me sers absolument plus. Il y a le score de Ranson, qui était un truc qu'il fallait calculer à l'admission et à la 48e heure, qui vous permettait à la 48e heure de classer les malades. Alors parfois, vous n'aviez pas encore fait que le score de Ranson à la 48e heure que le malade était déjà mort. Bon, il y a des scores, écossais, anglais, score de Balthazar, tout ça, c'est assez compliqué. Il y a des choses simples, la CRP, hein, la CRP supérieure à 250 dans les 48 heures, beh, c'est un bon facteur d'évolution vers une forme grave et les formes graves de pancréatite, c'est celles qui vont s'accompagner de coulées de nécrose qui vont s'infecter, de défaillance multiviscérale ou qui vont conduire au décès. Puis il y a un paramètre très, très simple qui permet de savoir si le patient est grave, c'est de chercher le CIRS. Alors vous savez, le CIRS, c'est le syndrome de réponse inflammatoire systémique. C'est quelque chose qui est pas du tout spécifique, mais qui est très sensible pour montrer qu'il se passe quelque chose. Et puis ce CIRS, eh ben, c'est sans doute ce que les experts s'accordent à reconnaître comme étant l'examen le plus simple à savoir, à faire pour savoir si le patient va faire une pancréatite aiguë sévère ou pas. Vous voyez, c'est ça. À l'admission, donc un CIRS et ben c'est, si il va prédire, que, le CIRS va, persister à la 48e heure ou que le patient va faire une pancréatite aiguë sévère. Alors le CIRS, je vous rappelle que c'est ça, c'est la température, inférieure à 36 ou supérieure à 38, un peu de tachycardie, une respiration accélérée ou une hypocapnie et des leucocytes augmentés. Alors, il faut savoir qu'en termes de prédiction de décès, si vous avez un CIRS à l'admission, c'est très sensible et c'est très spécifique pour vous dire que le patient va mourir. Si vous avez un CIRS qui est persistant à la 48e heure, ça l'est encore plus. Donc c'est un truc simple qui vous permet de savoir si le patient va évoluer de façon défavorable ou pas. Voilà, donc pour vous isoler, pour vous illustrer un petit peu tout ça, voilà, une, courbe de survie de Kaplan-Meier avec des patients qui ont une pancréatite aiguë, qui n'ont pas de CIRS. C'est en fuchsia, là, vous voyez que la mortalité est nulle. Qui ont un CIRS transitoire, c'est-à-dire à l'admission et ou à la 48e heure, bah, là, c'est en train d'être un peu moins bien, mais ça reste très, très, favorable et que vous avez un CIRS qui persiste, bah, vous voyez que là, vous avez 20 de compli 20 de mortalité. Donc c'est quelque chose de simple, hein, qu'il faut savoir mesurer à l'admission et dans les 48 premières heures qui vous permet de savoir si vous avez affaire à un patient qui va bien évoluer ou qui est à risque d'évoluer en faisant des coulées. Alors dans les facteurs pronostics simples, bah, dans les très simples, bon ça c'est, les reliquats du Ranson, l'âge supérieur à 55 ans. Il y a des trucs très, très bêtes, hein. Quand vous avez une pancréatite, c'est une brûlure interne, donc faut imaginer que le patient il va digérer sa graisse péritonéale, il va digérer son pancréas, donc ça va être une brûlure et il va y avoir une exsudation. Il va y avoir une exsudation, donc il va se déshydrater et l'hématocrit va s'élever. Si l'hématocrit ne s'élève pas, bah, il y a sûrement pas une pancréatite très, très sévère. Hein, voilà, la de la même manière, si le patient ne fait pas d'insuffisance rénale, on peut faire soit l'urée, soit la créatinine, mais si ça bouge pas, a priori, c'est qu'il y a pas de déshydratation, c'est qu'il y a pas de 3e secteur, c'est qu'il y a pas de déshydratation, on n'est pas en présence d'une, pancréatite, très, très sévère. Voilà, alors pour illustrer ça, bah, vous voyez, l'hématocrit supérieur à 44 ou bien le blood urea nitrogen, c'est-à-dire l'augmentation de d'urée à 24e heure, bah, vous voyez, c'est associé à, une dysfonction d'organes, alors que quand, on n'a pas cette augmentation, on a une pancréatite nécrotique, mais sans complications, sans défaillance d'organes associée. Alors ce patient, on a dit qu'on allait donc l'admettre en unité de surveillance continue. Alors, qu'est-ce qu'on va appliquer comme mesure? Bah, ça va être des choses très, très simples, hein. Je vous ai dit que bon, bah, la pancréatite, c'était une brûlure, il va y avoir une autodigestion du pancréas, de l'inflammation, de l'œdème, un afflux de liquide, il va y avoir une hypoperfusion périphérique. Bon, tout ça, ça va entraîner, une diminution de la perfusion splanchnique, de la perfusion des autres organes. Donc il va falloir essayer de corriger cette, tendance à l'insuffisance circulatoire, à l'hypoperfusion.
en ayant un soutien hémodynamique. Alors le maître mot, c'est expansion volémique. Bon, support respiratoire si le patient, fait de la détresse respiratoire. On parlera du traitement de l'infection et de la nutrition. Alors pour ce qui est de la prise en charge immédiate, bah, ça va être, bon c'est des gros mots, hein, mais ça veut pas dire grand-chose, mais ça va être rééquilibration hydroélectrolytique avec quelques objectifs. Un, bah, si vous courez toujours avec après votre hématocrite, c'est que votre patient a du retard, hein. Si vous avez un hématocrite qui a 50 ou 55, a priori, c'est que vous avez du retard. Alors on peut se baser sur la PAM, si le patient n'est pas hypertendu, sur la diurèse, ça c'est sans doute pas mal. Ce qui est important, c'est de limiter l'hypoperfusion tissulaire, hein. Il faut absolument ne pas laisser ces patients devenir, hypotendus, oliguriques, parce que là, vous allez avoir, du poumon de choc qui va apparaître, de la nécrose tubulaire rénale qui va apparaître, donc c'est sûrement quelque chose qu'il faut prendre en compte, qu'il faut anticiper. Alors, avec quoi on va, perfuser ces patients? Bon, bah, voilà, je vous ai pris quelques méta-analyses, récentes là, 2017 et puis là, une revue dans le JAMA il y a pas longtemps, où on recommande la comment dire? Les objectifs de réanimation. Ah ouais, qu'à la phase aiguë, c'est ce que je vous disais, hein, essayer d'avoir une diurèse qui soit supérieure à 2 ou 3 millilitres/kilo, essayer de suivre l'évolution de l'hématocrite, la tendance de l'urée, la tendance de la créatinine et il y a maintenant une tendance très forte pour préférer le Ringer lactate au sérum salé, sans qu'on comprenne très bien pourquoi le Ringer lactate fait mieux que le sérum salé. Bon, il y a quelques études qui ont montré que le pronostic était sans doute meilleur, sans que je comprenne bien pourquoi. Bon, je crois qu'il faut surtout remplir. Retenez, remplissage, si c'est Ringer lactate, vous êtes dans les recommandations. Si vous le faites avec du sérum salé, je ne suis pas sûr que ce soit délétère pour le patient, mais enfin, c'est ce qui est recommandé, au jour d'aujourd'hui. En termes de nutrition, on va en parler. En termes de nutrition, bah, il faut être pragmatique, hein. Si le patient est capable de s'alimenter, que ça lui cause pas de douleur, bah, vous lui donnez une alimentation orale normale. Si par contre ça entraîne des vomissements incoercibles, eh beh, il faudra peut-être envisager de le nourrir en post pylorique ou de le nourrir en parentéral si c'est vraiment impossible. Une complication du remplissage, de façon majeure, hein, qui peut arriver, dont il faut se méfier, c'est ça, c'est le syndrome du compartiment abdominal. Alors vous savez que c'est un patient qui va brûler de l'intérieur, donc avec des coulées de nécrose, avec, une séquestration dans le péritoine qui va être importante et si vous êtes en train d'y courir après, que vous le remplissez, vous le remplissez, vous le remplissez, bah, vous pouvez, aggraver le malade avec un patient qui va devenir anurique, un patient qui va avoir des difficultés, respiratoires que vous allez peut-être être amené à ventiler et puis bon ça peut être monitoré par la pression intravésicale, mais vous voyez ça c'est des choses qu'on peut être amené à voir et qui procèdent peut-être en partie du fait que le patient a reçu un remplissage trop généreux. Bon, c'est peut-être pas que le remplissage, hein, c'est peut-être l'évolution aussi de la maladie, mais il faut savoir qu'on peut être confronté, à ces syndromes du compartiment abdominal et qu'il faut le surveiller et il faut les anticiper. Alors un autre message là que je voudrais vous faire passer, c'est qu'on dit qu'il faut faire du remplissage. Bon, vous faites un peu de remplissage, 2, 3, 4, 5, 6 litres. Si vous arrivez à des choses qui deviennent, je sais pas, je peux pas vous donner de chiffres, mais au bout d'un certain moment, il faut peut-être se dire que le patient FIF, il faut peut-être introduire des vasoconstricteurs, hein, de la noradrénaline, sans qu'il y ait un cut-off vraiment qui soit vraiment bien, bien défini. Hein, mais dites-vous bien qu'il faut essayer de ramener l'hématocrit à moins de 45 et si à moins de 45 le patient continue à pas bien perfuser, c'est peut-être que là, vous êtes arrivé au moment où il faut commencer la noradrénaline et pas continuer à remplir le patient de façon excessive. Voilà, donc le syndrome du compartiment abdominal, je vous ai dit, ça se voit chez des patients qui ont des pancréatites aiguës sévères, qui vont recevoir peut-être un peu trop de remplissage. Alors les messages que je vous donnerai, bah, c'est qu'il faut essayer, d'abord, il va falloir suspecter ça sur des patients qui ont des vraies défaillances cliniques, c'est-à-dire qui vont avoir une défaillance respiratoire qui va apparaître, qui vont avoir un choc, qui vont avoir une insuffisance rénale et qui vont s'accompagner d'une augmentation de la mesure de la pression intravésicale. Voilà, donc notre patient, il n'a pas fait ça, à J4 comme, bah, les choses n'évoluent pas trop mal,
On lui fait un scanner et sur scanner qu'il fait avec injection, bah, vous voyez qu'on a injecté et on peut voir que là, le pancréas, il est joufflu et qu'il y a que cette partie-là qui est, rehaussée par l'injection. Ça veut donc dire que tout ce qui est marqué en N, là, c'est de la nécrose, hein, tout ça, c'est pas perfusé. Il y a que cette partie postérieure qui est perfusée. Donc là, il y a de la nécrose. Pour l'instant, on ne voit pas de coulée extra-pancréatique. Mais c'est une pancréatite, grave, elle est nécrotico-hémorragique avec pour l'instant des lésions qui sont limitées au corps du pancréas. Alors comment renourrir ce patient? Bah, je vous ai dit, il faut être pragmatique là aussi. Dès que les douleurs diminuent, bah, faut faire de la nutrition entérale. Hein, oral si la pancréatite est peu sévère. Bon, si à l'alimentation orale, il y a une reprise des douleurs, on peut essayer de faire une alimentation par sonde gastrique ou alors faire une intolérance totale et ben, avoir recours à la nutrition parentérale en se disant que cette nutrition entérale, bah, elle peut participer à la survenue d'un syndrome du compartiment abdominal. Bon, l'évolution de notre patient, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de défaillance d'organes, les douleurs diminuent, le CIRS disparaît, il est transféré en salle, il a pu se réalimenter par la bouche avant la 48e heure, la biologie est stable. Bon, on se dit c'est une poussée de pancréatite aiguë sur une un patient qui a eu des libations trop importantes. Donc, on le fait sortir de réanimation parce qu'il en a plus besoin, mais en se disant que comme il a une forme nécrotique, on va peut-être le revoir dans peu de temps. Effectivement, il revient à J18 pour, la reprise des douleurs. Alors il est rentré chez lui, on l'a fait sortir, il nie avoir repris de l'alcool, mais là, quand il se présente, il a 38,5, il frissonne, il a des nausées, il vomit, puis au plan hémodynamique, bah, il est tachycarde, il respire vite et il a une pression artérielle qui n'est pas optimale. Bon, là, à l'examen, l'abdomen, il est sensible et tendu, il y a pas de taches verdâtres, il y a pas de contracture. Bon, biologiquement, on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Il y a une polynucléose neutrophile. La créatine s'est dégradée. Donc, quelle est votre prise en charge? Bah, bon, il y a rien d'extraordinaire, hein. Expansion volémique, pas de nécessité de vasopresseur avec un peu de remplissage, le patient va rétablir ses paramètres de perfusion. Comme il a vomi à plusieurs reprises, on va lui mettre une sonde gastrique. Il est fébrile et a frissonné, donc hémoculture, BU, on lui fait une mesure de la PSTK10 et puis là, bon, bah, le maître mot qu'il faudra toujours garder en tête, c'est qu'un patient qui a une pancréatite qui s'aggrave, qui se dégrade, qui fait un choc, qui respire moins bien, qui va pas bien, on va au scanner. Alors là, on va au scanner et on voit, bah, que le paysage a bien changé, hein. Vous vous souvenez du scanner qu'on avait tout à l'heure avec une nécrose qui était bien limitée au pancréas. Là, vous voyez que ça s'est, heu, ça s'est bien, heu, ça s'est bien modifié. Voilà, ici, c'est le bout de la sonde gastrique. On voit que là, on est donc dans l'estomac, puis on voit que là, il y a une collection qui est devant l'estomac, là, qui est ici avec un petit peu d'air derrière et que là, on a aussi une coulée derrière avec un petit peu d'air. Voilà, alors je vous rappelle donc c'était comme ça au début, aujourd'hui c'est comme ça, donc vous voyez ça il y a un potentiel évolutif qui n'a pas menti, c'est que effectivement le patient c'est compliqué. Alors voilà, on descend un peu sur les coupes de scanner et on voit que là sur la collection qui est en avant de l'estomac, ben, on a des bulles d'air partout, donc c'est une coulée de nécrose ça avec, très vraisemblablement une infection, hein, parce que là l'existence de bulles d'air là, c'est soit une perforation, soit existence d'une infection, et là l'infection est hautement probable vu le tableau. Alors comment on va faire? Eh ben, on a la nécrose, elle est très probablement infectée. Alors est-ce qu'on va mettre des antibiotiques? Est-ce qu'on va le ponctionner? Est-ce qu'on va le drainer? Est-ce qu'on va l'opérer? Alors, voilà des recommandations un peu plus récentes là sur la façon de manager les pancréatites aiguës, avec les indications du drainage percutané, alors endoscopique ou radiologique ou chirurgical. Ah, vous allez voir que maintenant on réfléchit dans un staging, on essaie de faire les choses les plus simples. Ce qui est sans doute le plus simple si vous avez les opérateurs sur place, c'est faire une intervention endoscopique si les collections sont accessibles par envoi endoscopique. Autrement, on fait du drainage sous scanner. Puis si ça marche pas ou s'ils n'avaient pas les compétences sur place, mais il faut avoir recours à la chirurgie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est la nécrose non compliquée, on considère que la nécrose s'organise et qu'au bout de 4 semaines, elle est bien organisée, il y a des parois et que si on essaie d'enlever la nécrose, ça va venir. Donc à partir de 4 semaines, on va pouvoir essayer d'enlever une collection organisée de nécrose. Ou bien s'il y a un kyste qui va comprimer le pancréas, qui va donner une obstruction intestinale ou qui va écraser un vaisseau. En dehors de ces 4 semaines et de la gestion, à froid de la nécrose, il y a des indications de
faire un drainage percutané, alors endoscopique ou radiologique, si le patient se complique, hein, détérioration clinique avec des signes ou des fortes suspicions d'infection à la nécrose, là c'est le cas. Défaillance d'organes avec ou sans signe d'infection, là il faut faire le scanner, il faut ponctionner. Alors le maître mot, c'est qu'on ne fait pas de ponction diagnostique à l'aiguille fine, on fait un drainage. On commence par nettoyer une aiguille, après on met un drain. Alors là, c'est ce qui va se passer. Le patient va, être, placé sous anesthésie générale et puis va bénéficier d'une écho-endoscopie qui va montrer qu'il y a un pancréas qui est très hétérogène et qu'il y a une grosse collection en arrière de l'estomac là qui est importante. Alors on va ponctionner à l'aiguille et ensuite on va coaguler le trajet et ensuite ils vont pratiquer ce qu'on appelle une kystogastrostomie avec, une dilatation avec, un ballon et la mise en place de 2 prothèses qui vont être, en queue de cochon, qui vont aller dans la collection et qui vont se drainer dans l'estomac. C'est-à-dire que là, vous faites un drainage de la collection en transe pariétale gastrique et la collection va se drainer dans l'estomac. À l'examen direct du pus qui a été ponctionné, on va trouver de nombreux BGN, quelques coxigrammes positifs. Alors là, je vous demande quelle antibiothérapie initiez-vous? Bon, il y a du BG-, du coxigramme plus, ça peut être de l'entérocoque, ça c'est sans doute des entérobactéries. Bon là, on avait choisi de commencer par une association de Pipera et Tazobactam et bah, ça va s'avérer, intéressant puisque ça va être du coli et de l'Enterococcus faecalis associé à une bactériémie à E. coli et bon, bah, la Pipera-Tazo, c'était un bon choix en empirique, mais ça s'avère, sans doute trop large puisque, il y a une passe de bas niveau sur le coli et que l'Enterococcus passe à l'amox. Donc avec de l'augmentin, on va être efficace pour assurer la partie microbiologique de cette infection. Alors, est-ce qu'il aurait fallu administrer une antibioprophylaxie? Parce que vous savez qu'il y avait la nécrose, on le savait, bah, là, on savait que ça allait s'infecter, on n'a rien fait. Alors que disent les recommandations? Eh ben, les recommandations internationales, elles disent que la prophylaxie internationale intraveineuse n'est pas recommandée pour la prévention des infections. Alors ça, c'est grade 1B, c'est avec, quelque chose qui est assez consensuel. Bon la décontamination, la décontamination digestive, on ne sait pas et les probiotiques, c'est pas recommandé, on verra après que ça peut aggraver les patients. Alors l'antibioprophylaxie donc c'est non. Alors les recommandations françaises, elles disent la même chose et puis elles prennent clairement position. La réponse à cette question est clairement non. Les membres du jury se sont ici appuyés sur une méta-analyse récente. Bon, elle a quand même 15 ans la méta-analyse. Alors, allez la regarder, puis quand on va voir la méta-analyse, c'est assez amusant. Alors voilà la méta-analyse, bon, il y a une dizaine d'articles. Voilà, donc par là, c'est en faveur des antibiotiques et par là, c'est en faveur de pas d'antibiotiques. Alors effectivement, si on est, très statistique et ben, on voit que le comment dire? Le diamant, il est en médiane à 0,74, il va de 0,50 à 1,07 donc il passe 1 donc il y a pas de a priori, il y a pas d'avantage, mais vous voyez qu'on est quand même clairement plutôt en faveur de l'antibiothérapie. Alors ça, c'est en termes de mortalité et quand vous vous intéressez à l'infection de nécrose, et bah, c'est la même chose. On a l'impression qu'on est plutôt favorable, mais que le diamant, il traverse la ligne d'équivalence, ça traverse 1. On a un intervalle de confiance qui atteint 1,02. Donc, stricto sensu, c'est non. Mais il faut savoir qu'il y a, bah, il y a 20 ans, on s'était posé la question à un moment de mettre des antibiotiques en prophylaxie. Ça a été arrêté. C'est sans doute quelque chose de pas astucieux, parce que si vous mettez des antibiotiques, vous allez favoriser l'émergence de résistance. Donc on va pas s'en tirer, mais vous voyez que la réponse est peut-être pas si tranchée que ça. Si on refaisait une méta-analyse, on aurait peut-être des résultats contradictoires. Enfin, retenez que le message aujourd'hui, c'est qu'on ne met pas d'antibiotiques en prophylaxie. Bon, les probiotiques, je vous disais que ça a été, proposé. Bon, là, il y a un essai, hollandais du Lancet qui vous permet de dire que c'est non, hein, quand on administre des probiotiques et ben, sur ce Kaplan-Meier et là, vous voyez que c'était une courbe de mortalité et ben, la mortalité augmente quand on donne des probiotiques. Alors on comprend pas très bien pourquoi, on se serait plutôt attendu à une tendance inverse, mais bon, là, voilà, il y avait pas photo, donc bah, cette, stratégie, elle est clairement contre-indiquée maintenant.
Alors voilà le scanner post-drainage endoscopique. Alors vous voyez, le patient avec son estomac, puis vous voyez les 2 queues de cochon qui sont dans l'estomac, puis qui vont aller se drainer dans la cavité qui est rétrogastrique. Voilà, alors on voit que, bah, c'est pas si simple que ça, hein, qu'il y a des cavités un peu partout, il y a de la coulée. Vous voyez, ça, c'est de la nécrose. Alors c'est de la nécrose avec de l'air. Alors là, c'est peut-être de l'air parce qu'il y a encore du liquide infecté, mais qui est en train d'être drainé, ou bien c'est peut-être parce qu'on a mis une queue de cochon et qu'il y a de l'air qui est passé, on a fait rentrer de l'air dans la collection. Bon, si on voyait ça avec un patient très malade qui a jamais été drainé, on se dirait: «Il faut aller le drainer». Là, on a drainé le patient, il va mieux. S'il va mieux, bah, on a cette image, on la garde en tête et on va rien faire. Voilà, alors c'est ce que je vous disais, il y a une collection ici, il y en a une autre là. Là, on voit qu'il y a de l'air, mais bon, si le patient va mieux, si le patient est en train d'être drainé, c'est peut-être une conséquence du drainage ou c'est un patient qui est en cours d'être drainé, donc il ne faut pas s'inquiéter. Sachant que le patient va bien, est-ce que vous envisagez une autre intervention en plus des 21 jours d'antibiotiques? Bah, la réponse est non. Hein, on va attendre que le temps passe. On va attendre ces fameuses 4 semaines parce qu'au bout des 4 semaines, on sait que la nécrose va être organisée, que la nécrose, elle va pouvoir s'enlever, assez facilement. Le risque d'essayer d'enlever de la nécrose avant les 4 semaines, c'est de s'attaquer à quelque chose qui n'est pas organisé et quand vous allez essayer d'enlever la nécrose, vous allez tout faire saigner. Alors là, bon, bah, c'est la même chose, hein, sous, écho-endoscopie avec anesthésie. On va, aller dans l'orifice de kystogastrostomie, hein, vous vous souvenez qu'on avait fait un orifice dans la paroi postérieure de l'estomac pour permettre à la collection de se drainer et puis là, on va enlever les prothèses et puis on va rajouter des comment dire? On va y aller à la pince et puis on va enlever du pus, des fragments de nécrose. Alors ça se fait à la pince, on fait du lavage, on met une sonde gastrique, on remet des prothèses en double queue de cochon. Alors voilà, je vous ai mis un peu d'illustration là pour voir comment ça se passe. Alors on rentre dans l'estomac. Là, vous voyez qu'on a fait un trou dans la paroi postérieure de l'estomac avec un tuyau là qui est en place, là, quelque chose qui ressemble à un espèce de yo-yo, de diabolo. Et là, vous rentrez dans la cavité postérieure où il y a de la nécrose. Et vous voyez que tout ça, c'est de la nécrose. Alors vous allez prendre une pince, puis vous allez essayer de tirer ces morceaux. Alors il est important d'attendre encore une fois la 4e semaine parce qu'à la 4 semaines, c'est organisé, ça vient. Si vous le faites plus tôt, vous allez tirer la paroi, il y a pas de la nécrose n'est pas organisée, vous allez tout faire saigner. Alors voyez, donc on y va avec des pinces comme ça et puis, on enlève la nécrose à la pince avec une sonde gastrique, c'est super confortable. Alors comment dire? Ces possibilités d'intervenir en écho-endoscopie, ça a changé le pronostic des pancréatites, hein. Voilà, ça bon, c'est ancien, hein. C'était il y a 30 ans, 40 ans à Saint-Antoine où quand un patient avait une pancréatite, on faisait la nécrosectomie comme ça avec des drains, ce qu'on appelait les drains de Mikulicz. Alors les gens sortaient avec des poches partout, c'était des multibalafres de l'abdomen, c'était horrible. Donc il y avait une mortalité qui était quand même assez importante. Bon, les gens étaient des balafrés de l'abdomen, une pancréatite aiguë, c'était, vous alliez plus à la plage après, hein, c'était terminé, votre ventre ne ressemblait plus à rien. Alors, on a quand même fait des progrès, hein, parce que vous voyez qu'avant, c'est ce qu'on faisait. Alors, vous voyez, c'était la paro comme ça, on mettait des drains partout. Il y avait une jéginostomie, et d'alimentation, voilà, il y avait, un module de drainage, c'était effroyable. Les gens étaient multibalafrés. Bon, ça, c'était, il y a quelques années, vous voyez? Mais avant la pancréatite aiguë, c'était ça. C'était des gros drains, c'était du gros drainage. On traitait la nécrosectomie à ciel ouvert, c'était terrible. Maintenant, bah, la chirurgie, on peut le faire comme ça. On essaie de faire des choses beaucoup plus petites et là, c'est quelque chose de très agressif, hein. Vous voyez, on n'a pas pu faire l'échographie interventionnelle, on n'a pas pu faire le drainage sous scanner, donc on y va à la main, mais on essaie de faire quelque chose de petit, hein. Ça part une mini laparotomie sur le côté pour essayer d'enlever juste ce qu'il faut. Alors c'est ce qu'on appelle le l'abord chirurgical mini-invasif. Bon, c'est des techniques qui ont maintenant une vingtaine d'années, mais vous voyez, on fait plus une grande laparo, mais on passe sur le côté, puis avec, des petits instruments, on va essayer de s'attaquer juste à la nécrose. Encore une fois, pour essayer de diminuer enfin les cicatrices, de diminuer les agressions aux patients. Alors sous la paroscopie, par voie translombaire, vous voyez, on fait vraiment des choses sur le côté quasiment à la demande.
Alors le drainage, il peut être donc chirurgical, mais il peut être aussi, scannographique. Puis vous voyez que là, les collègues radiologues, bah, ils arrivent à faire des choses bien. Alors c'est au scanner, on peut s'aider de l'échographie, on va mobiliser le patient, on va essayer de se positionner dans la meilleure façon pour pouvoir mettre un drain en plein dans la collection et puis avec ça, ben, on va pouvoir y arriver sans faire de la nécrosectomie chirurgicale. Hein, vous voyez, bon, c'est des papiers qui sont anciens, mais on peut faire du drainage de collection avec des collections qui étaient très souvent qui avaient très souvent été infectées antérieurement, donc comme le patient que je vous décris là. Et puis avec ça, ben, on arrive à avoir une survie qui est pas mal du tout. Alors, tout ça a conduit à essayer de définir des stratégies d'implémentation de la nécrosectomie. Alors ça, c'est encore un travail hollandais, publié dans le New England. Ils sont très, très actifs sur cette thématique et vous voyez qu'on arrive à avec des collectifs assez réduits, à faire des très, très bons papiers dans des très, très bonnes revues. Hein, vous voyez? Donc là, ils ont comparé quelque chose, c'est-à-dire c'est la nécrosectomie, qui va être implémentée de façon progressive. On commence par l'échographie, l'écho-endoscopie. Si ça marche pas, on fait un scanner et on va comparer ça à, bah, la nécrosectomie à ciel ouvert, c'est-à-dire la chirurgie et vous voyez que quand on compare les 2 stratégies en se mettant comme, critère de jugement principal, un critère composite qui associe la, complication majeure au décès, bah, vous voyez que l'approche, la stratégie où on va implémenter, progressivement, la façon de drainer, c'est moins délétère pour le patient que ne l'est la nécrosectomie primaire. Alors ça se parle pas tellement en termes de décès, hein. Vous voyez qu'en termes de décès, il y a autant de morts des 2 côtés. Par contre, en termes de complications, de défaillances locales, ben, on s'aperçoit que moins on est invasif, mieux ça va être toléré par le patient. Ouais, il y a moins de défaillances d'organes, il y a moins de complications systémiques, il y a moins de défaillances d'organes multiviscérales, il y a moins de saignements, mais c'est même là si ça ne touche pas si ça touche pas n'atteint pas la significativité. En faisant quelque chose de moins invasif, ben, on est sans doute beaucoup moins délétère pour le patient. Alors ça va se faire comment tout ça? Voilà, hein, par la même équipe, hein, on va mettre des espèces de diabolos, là, vous voyez des diabolos dans la paroi, qui vont permettre de passer les ustensiles, dans le cylindre et d'enlever la nécrose pancréatique. Donc on va le faire dès qu'il y a une infection qu'on veut drainer, c'est-à-dire ça à tout moment, ou bien si on veut faire de façon, prévue, de façon planifiée une nécrosectomie, on va attendre la 4e semaine. Alors retenez bien cette date, c'est au bout de 4 semaines que la nécrose s'organise et qu'on va pouvoir la décoller facilement. En deçà de cette date, c'est absolument pas facile. Alors ça va se compliquer de moins de fistules, hein, il y aura des durées de séjour qui seront beaucoup plus courtes. Voilà, bon un petit peu la même chose, hein, vous voyez, on arrive avec des collectifs de patients très, très peu importants à montrer de façon significative qu'on traite le patient de façon beaucoup plus efficace. Voilà, pour essayer de renforcer tout ça, bon, on a vu qu'il y avait moins de là, c'est une autre étude, là, dans le Lancet qui s'intéresse un peu à la même chose. Là, il ne montre pas de différence entre les 2 stratégies. Par contre, il montre qu'il y a moins de fistules pancréatiques. Hein, comme on est moins agressif, comme on ne draine que la collection, il y a moins de fistules pancréatiques qui, ça, pour le coup, est un véritable problème. C'est bien qu'il y ait pas de fistule pancréatique, le suc pancréatique ne s'écoule pas hors du malade ou ne s'écoule pas dans le Eric, on ne voit plus le PowerPoint. ah bon? Attends. Ouais, Tu le vois là? non, Attends. Il y a longtemps que c'est arrêté? non, une diapo, quoi. C'est quand t'as lancé la vidéo, je crois. Attends, je vais m'y remettre. Partager l'écran. C'est bon là ou Bah, pas? ouais, essaie de te mettre en plein écran. Ah, attends, pardon. Ça marche ou pas là? T'es pas en plein écran, mais on voit ta diapo, moi. On voit ta souris bouger, mais t'es pas en plein écran, c'est pas grave. Euh, Ah, là, ça vient de sauter. Ouais, Attends, peut-être ça. ouais, là, t'es en plein écran. Là, t'es en plein écran, ok. Bon, je comprends pas tout parce que moi je vois pas ça. Euh, Attendez, ça on l'a fait, on l'a vu. Euh,
Voilà, bon, on va revenir à notre patient. On lui a fait sa nécrosectomie. 8 jours après la nécrosectomie, il se remet à avoir de la fièvre, à frissonner, à encore être pas bien, les blancs remontent. Que faites-vous? Bon là, ça doit être métamérique, hein, la pancréatite qui se complique, on fait un scanner. Donc on fait un scanner et sur le scanner, on va faire des hémocultures, on envoie le patient au scanner et sur le scanner, on va voir que, il y a des collections là qui sont, postérieures, hein, qui sont, latéro-vertébrales dans lequel on voit de l'air. Donc là, bah, il y a une cible éventuellement à aller chercher parce qu'il y a quelque chose là qui est extrêmement suspect d'infection. Alors que faites-vous? Bon, bah, là, c'est postérieur, c'est un peu dit loin de l'estomac, donc faire une écho-endoscopie là-dessus pour aller le drainer, on va sans doute pas y arriver. Puis comme on a fait la nécrosectomie et que c'est toujours là, c'est que ça ne doit pas communiquer avec la cavité. Donc là, ce qu'on va faire, bon, on va demander, aux collègues, radiologues s'ils peuvent faire quelque chose et si ça marche pas, bon, on demandera ensuite au chirurgien de faire une laparotomie, minimale par lombotomie. Alors là, on va aller en radiologie et en radiologie, on va positionner le patient et vous voyez qu'on arrive facilement à mettre un drap dans cette collection. Alors, on va retrouver du liquide qui est nauséabond, liquide fétide. Au cours du geste, le patient va devenir fébrile avec des frissons. Bon, l'examen direct est encore, polymorphe. Là, on va repartir sur la thazocilline qu'on avait instituée, seulement pendant 2 jours auparavant. On retrouve du choline, des levures et des anaérobies. Donc là, on va ajouter du métronidazole et on va mettre de la caspofongine. Et on fera ensuite un relais par fluconazole parce qu'il s'agit d'un colis avec une pénicinase de haut niveau, donc pour lequel l'augmentin n'est pas satisfaisant, et du fluconazole parce qu'on a trouvé des champignons. Alors l'évolution, elle va être ensuite, favorable. Il y aura plus d'épisodes infectieux. Le patient va reprendre une alimentation, il va sortir de l'hôpital. Il aura perdu 25 kilos, mais il sort de l'hôpital sans cicatrice abdominale. Vous voyez, ça, c'est quand même un maître mot, c'est on est quand même capable aujourd'hui de traiter les patients de façon beaucoup moins invasive, avec des résultats qui sont aussi efficaces et beaucoup moins de complications. Donc, acute pancreatitis or not, that is the question. Bon, quelques petits messages pour, retourner tout ça. Voilà, retenez 4 semaines. Avant 4 semaines, la nécrose n'est pas constituée, donc on fait pas de nécrosectomie. Par contre, on peut être amené à faire de l'écho-endoscopie avec de la ponction drainage si on a une suspicion d'infection. S'il y a pas de suspicion d'infection, ben, on ira enlever la nécrose à la 4e semaine. Vous allez me dire: «Si le patient ne se complique pas, ben, pourquoi faut lui enlever la nécrose?» Bon, on sait que la nécrose, comme c'est nécrotique, ça risque de s'infecter. Donc comme on a des moyens maintenant assez simples et peu invasifs de l'enlever, ben, il faut sans doute en profiter. Voilà, en dehors de ces indications, c'est-à-dire la nécrosectomie à 4 semaines et l'infection précoce, bah, s'il y a un kyste pancréatique qui appuie sur l'estomac, qui, érode une artère, mais il faudra le drainer. Ça, c'est aussi une bonne indication de l'interventionnel. Voilà. Les collections nécrotiques aiguës, généralement, les collections liquidiennes, qui n'ont pas de parois, ça, elles pourront être, évacuées avant 4 semaines. Alors ça, c'est le diagnostic, on le fait sur le scanner. On voit que c'est liquidien, c'est pas de la nécrose. Alors quand c'est liquidien, bah, ça va être, on n'aura pas besoin d'attendre que ce soit bien individualisé, que ce soit bien cloisonné. On peut y aller avant. Hein, ça, c'est des indications que l'on pose en fonction des résultats de l'examen radiologique. Voilà. Et autrement, on attend ces 4 semaines. Alors les 4 semaines, c'est pour voir la nécrose qui est bien enquistée, qui est bien définie. C'est le World of Necrosis qu'ils appellent le WOND. Voilà, donc drainage endoscopique, si ça marche pas radiologique ou chirurgical. Alors si vous avez les 3 sur place, c'est génial. Bah, si vous avez pas, bah, vous faites en fonction des compétences que vous avez sur place. L'infection de nécrose chez un malade qui se dégrade, de préférence quand la nécrose s'est organisée. Puis voilà, dès que vous avez une défaillance d'organes, bah, il faut avoir recours au scanner. Voilà, la pancréatite aiguë, that is the question or not. Je vous remercie. Bah, merci beaucoup, Eric, pour cette présentation claire. Tu peux nous enlever le partage d'écran, comme ça on voit pas, Yes. on te voit en plus grand. On voit moins Arthur, comme ça. Attends, attends. Euh, je Donc, vois. est-ce qu'il y a des questions, les jeunes, dans le chat, là? Est-ce que vous êtes bien silencieux? J'espère que tu N'hésitez. as dormi. Euh, hop, 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 hop. Voilà. Vous commencez en attendant, hein. Gaël, Simon. Simon. Oui, bah merci Eric pour cette présentation.
On s'est posé une question là récemment dans le service, mais sans qu'il y ait de recommandations à ce sujet. C'est la place de la corticothérapie au tout début sur des pancréatites sévères qui ont des défaillances multi-organes. Est-ce qu'il y a un substrat pour ça? Bah, les corticoïdes, on les met à toutes les sauces. Les corticoïdes par eux-mêmes, ça a été accusé de pouvoir donner des poussées de pancréatite, hein, c'est dans les causes médicamenteuses. Je te dirais que j'ai pas vu de data là-dessus, hein. C'est vrai que c'est très inflammatoire. Maintenant, penser que les corticoïdes vont faire quelque chose, je sais pas s'il y a de résultats sur lesquels on peut s'appuyer sur ça, hein. Que sur les causes de décès, là, tu nous as parlé à la fin beaucoup de la phase un peu à moyen terme, la nécrose, les infections de coulée de nécrose, mais en fait, il y en a une bonne partie qui décède avant de défaillance multi-organes dans les... Ouais, alors, ce qu'on apprenait avant, c'était que la première semaine, les 10 premiers jours, c'était une pancréatite qui était très inflammatoire avec, là, du choc, du SDRA, des patients qui gonflaient. Puis une fois que les choses étaient un peu stabilisées, bah, ils allaient infecter leur coulée de nécrose. Bon, faut savoir que ça, c'est un schéma qui est un peu, enfin, qu'il faut garder en tête, mais qui n'est pas absolu. Il y a des gens qui font des infections de coulée de nécrose très précocement, à 3 4 jours, même sans perforation d'organes. Mais c'est vrai qu'il y a une phase très, très inflammatoire au début, qui peut se compliquer de décès ou il y a des patients qui vont être emportés en 3 jours sans qu'il y a rien à faire parce qu'il n'y a pas de complications mécaniques à opérer et puis c'est au-delà de toute ressource. Et alors dans ces situations-là, bah, les corticoïdes, je sais pas, il y a pas de data. Ouais, Simon, pour les étudiants, moi je pense que c'est une vraie question, Simon, que tu poses d'avenir. Après, pour les socles, aujourd'hui, il faut dire bon, globalement qu'il n'y a pas de données, qu'il ne faut pas le faire. Après, la particularité quand même de la pancréatite, moi je suis très intéressé par cette phase d'orage inflammatoire, c'est quand même que tu es dans le ventre, quoi. Mm. Et dans le ventre, bah, tu as beaucoup de bactéries et puis bah, tout le processus aussi de digestion de la paroi. Et quand même, les corticoïdes, ça diminue la cicatrisation. Donc, Mm. pour l'instant, il y a un certain nombre d'éléments qui vont plaider contre leur utilisation. Moi, je suis inquiet par la cicatrisation, éroder une paroi ou une artère. Donc, plutôt non. Eric, on a une question pour toi d'un étudiant qui demande donc, pour vous, il n'y a pas d'intérêt à une CPRE si lithiase enclavée dans le virsum sans retentissement biliaire ou septique. C'est un peu ça. Enfin, il n'y a pas d'indication à la faire en urgence. L'indication où vous allez attraper l'écho-endoscopiste le week-end en lui demandant de le faire le plus vite possible, ça c'est l'angiocolite. Là, il y a clairement un bénéfice pour le patient à le faire. Si un calcul enclavé, bon, c'est quelque chose qu'il faudra faire, mais pas en urgence. Alors, il y a un point que j'ai pas abordé qui va un peu là-dedans aussi, c'est, vous savez, quand il y a une pancréatite biliaire, il faudra que le patient bénéficie d'une cholécystectomie. Alors, bon, ce qui est à la mode maintenant, c'est de le faire, essayer de le faire à 2 semaines au cours de la même hospitalisation avant que le patient ne ressorte. On ne le fait pas en aigu, hein, sûrement pas en aigu. Maintenant, on attend 2 3 semaines, on essaie de le faire dans la même hospitalisation. Quand le patient va mieux, on fait la cholécystectomie, on enlève ce qu'il y a dans la voie biliaire, on se dit que le patient après est tranquille. Mais Peut-être peut-être un complément donc pour Mohamed là, qui pose la question. Sachez juste que la CPRE elle-même est un gros pourvoyeur de pancréatite aiguë. Et les endoscopistes sont terrorisés par deux choses. Un, les hémorragies lorsqu'ils ouvrent la papille, sur le geste de sphinctérotomie. Et la deuxième, ils sont terrorisés par les pancréatites aiguës. Donc en fait, on vouloir faire bien au préventif, c'est-à-dire vous voulez essayer d'enlever une lithiase, vous pouvez aggraver considérablement la première poussée de pancréatite. Donc la règle, c'est plutôt de ne pas y retourner si vous êtes vraiment en phase inflammatoire. Sauf si, comme disait Eric Maury, vous avez une authentique angiocolite. Et si vous n'avez pas une authentique angiocolite avec un vrai obstacle qui est non contrôlé, je pense qu'ils n'iront pas. Vous pouvez faire pire que bien. Il y a une Ensuite, autre il y a une... question, Vas-y, vas-y. ouais, sur Eric. Y a-t-il une indication à une nécrosectomie systématique? bah, je te dis, si le patient va bien, c'est vrai qu'on peut se poser parfois la question, mais pourquoi faut l'enlever? Parce que ça va sans doute se résorber, ça va sans doute s'enlever. Bon, c'est facile d'accès, les gens le font. Maintenant, c'est bon, moi, c'est une question que je me pose toujours. Le patient va bien, il faut lui enlever la nécrose. Bon, bah oui, c'est parce qu'il y a un risque que ça s'infecte. Si on attendait un peu, peut-être que ça finirait par se résorber. Enfin bon, si c'est bien collecté, je pense que le geste n'est pas très compliqué. Mais si c'est une nécrose qui est dans un endroit où c'est pas très important,
Là, je n'ai pas la réponse. Ouais. Ouais, et C'est vrai surtout, que gardez bien à l'esprit, il l'a bien montré, Eric Maury, qu'il y a deux phases. Il y a une phase précoce qui dure 3 4 semaines, qui est la phase inflammatoire où les gens vont faire des infections. C'est cette phase qui nous concerne en réanimation, où le malade il peut avoir de la nécrose, il peut avoir une surinfection et on va essayer d'évacuer et de documenter. Ça, c'est le réanimateur. Mais ensuite, il y a la phase tardive froide de nécrosectomie systématique. Qui, là, les malades sont hospitalisés ou même viennent en ambulatoire. Ils viennent faire leurs gestes par voie endoscopique. Ce n'est pas la même chose. Donc, cette histoire de nécrosectomie systématique à distance, ça ne concerne pas le réanimateur. Comme bien dit Eric, vous, ce qui vous concerne, c'est la phase inflammatoire des premières semaines avec les infections locales qui peuvent aggraver les défenses d'organes. c'est sûr qu'une coulée de nécrose asymptomatique, sans surinfection et qui a pas de symptômes compressifs sur le tube, faut probablement pas y toucher, quoi. Bah, c'est du bon sens, je pense, effectivement. Ouais. Il y avait une question sur les probiotiques. Pourquoi les probiotiques, finalement, Bah, les probiotiques, on se posait la question parce que c'est toujours bien, vous savez que ça a été proposé dans plein de choses. On mettait des probiotiques en se disant que les gens allaient moins s'infecter, allaient faire moins de colites à Clostridium difficile. Bon, puis là, comme il y avait une espèce de grosse réflexion sur l'intérêt d'une antibiothérapie, bon, bah, les probiotiques sont passés par là. Le rationnel, il m'échappe un peu, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un essai randomisé qui a montré qu'on aggravait les malades, donc c'est sorti du truc, quoi. Le le rationnel exact, bah, c'est comme la décontamination digestive, on va essayer de pas modifier la flore, on va essayer d'être le moins agressif possible. Je pense que ça, c'est de ce niveau-là, quoi. prendre soin des gentils bactéries et éviter la translocation. Ouais, exactement.